On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, le sommaire. Des images terrifiantes, le palais du peuple, siège du Parlement congolais, a été saccagé ce mardi 6 août par les personnes non autrement identifiées. À en croire les sources sur place, un affrontement a eu lieu entre le pro et anti-Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel UDPS. Les autorités de la chambre basse du Parlement parlent d'un outrage contre l'institution. La ville de Goma est secouée par une vague d'indignation suite à des événements alarmants survenus la nuit du 5 au 6 août. Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, dénonce vigoureusement les violences armées, l'insécurité croissante et les perquisitions nocturnes brutales qui ont perturbé plusieurs quartiers de la ville. La gouverneure de la province du Lualaba, Lucifi Masuka, a dévoilé les membres de son gouvernement dans un arrêté rendu public le lundi 5 août 2024. Il s'agit d'une équipe gouvernementale composée de 10 ministres avec de nouvelles figures, 2 femmes figurent dans ces gouvernements. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le palais du peuple a été ce mardi 6 août 2024 le théâtre de violents affrontements entre deux factions de militants de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, parti présidentiel. Les militants s'étaient réunis pour soutenir la candidature d'Idriss Mangala au poste de président du Sénat. La situation a rapidement dégénéré, obligeant la police à intervenir avec des tirs de sommation. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Images et commentaires. Le palais du peuple a été le théâtre de violents affrontements ce mardi 6 août 2024 entre deux factions de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel. Les deux camps militants s'étaient réunis pour soutenir chacun la candidature d'un côté d'Idriss Mangala et de l'autre côté du Samalou Kondé au poste de président du Sénat. La situation a rapidement dégénéré, obligeant la police à intervenir avec des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Cette intervention a entraîné de nombreux blessés et de dégâts matériels considérables. Les échauffourées se sont étendues jusqu'au hall du palais, exacerbant les tensions internes au sein de l'UDPS. Cette crise est alimentée par une division profonde au sein du parti présidentiel. Des appels à la démission du secrétaire général Augustin Kabouya, soutenu par une faction rivale, se multiplient. La candidature d'Idriss Mangala est en concurrence directe avec celle de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans une bataille politique de grande envergure. Restons toujours au palais du peuple, mais pour parler cette fois-ci de l'élection du bureau définitif au Sénat. Le dépôt des candidatures pour cette élection de membres du bureau définitif a débuté le lundi 5 août 2024 au palais du peuple à Kinshasa. Une dizaine de candidats aux 6 postes ont déposé leur dossier, parmi lesquels Batilou Kwebo et Jean-Michel Samalou Kondé, respectivement ancien président du Sénat et ancien Premier ministre, membre de l'Union sacrée, la coalition de majorité au pouvoir. Un membre d'Ensemble pour la République, parti d'opposition, a postulé au poste du rapporteur adjoint, le seul réservé à l'opposition. On fait le point dans ces images. Au premier jour du dépôt des candidatures pour l'élection de son bureau définitif, la Chambre haute du Parlement en RDC a réceptionné une dizaine de candidatures aux différents postes. Modeste Batilou Kwebo, ancien président de cette chambre, a postulé au poste de deuxième vice-président. Après le dépôt de sa candidature, il a donné les raisons de sa candidature. Je voudrais consolider les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons eu à faire comme travail. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Sénat est devenu le point de mire de la République démocratique du Congo. Cela, c'est le fruit d'un travail qui a été fait par nous avec toute l'équipe des sénateurs et de l'administration du Sénat. Je ferai de manière à ce que le contrôle, qui est aussi une attribution du deuxième vice-président,
soit le plus efficace possible. Vous savez que déjà dans la législature passée, le Sénat a montré qu'il n'est pas que budgétivore. Il a produit plus de 650 milliards de francs congolais suite au contrôle effectué par les sénateurs. Au poste du rapporteur adjoint, seul poste réservé à l'opposition parlementaire, Salomon Kalonda de parti politique Ensemble pour la République y aspire. La loi portant statut de l'opposition prévoit que les groupes politiques de l'opposition aient le droit d'être représentés au bureau des chambres délibérantes. C'est le cas du Sénat qui va bientôt élire son bureau définitif. Et il y a un poste qui est réservé à l'opposition, le poste de rapporteur adjoint, pour lequel un de nos sénateurs, l'honorable Salomon Kalonda de la ID, ici à ma droite, a fait acte de candidature avec l'appui de son parti politique Ensemble pour la République. Un autre candidat qui veut être membre du bureau du Sénat, c'est Kalumba Mwanangongo. Doté d'une bonne expérience dans les institutions, ce membre de la plateforme AACPG a rappelé que les postulants au bureau définitif du Sénat doivent avoir une bonne moralité. Si on se fait élire au bureau définitif, on est donc élu par les élus des élus. Vous voyez les étages? Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nos collègues sénateurs vont faire les choix de la raison, les choix de la qualité. Parce qu'à ce niveau-là, on a besoin non seulement de l'expérience en termes de parcours, de cursus, on a besoin de la formation adéquate parce que être rapporteur de la Chambre haute, c'est être en fait le porte-parole des sages. Il faut savoir répondre à toutes les occurrences qui peuvent se présenter devant. Pascal Bitika, membre de la plateforme A24 de Fifi Masuka, a des ambitions de concourir à cette élection comme questeur adjoint pour une bonne transparence dans la gestion des ressources financières. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence entre bureau et tous les membres, tous les sénateurs pour être clair avec vous. Pour sa part, Jean-Michel Samalukonde, ancien Premier ministre, a déposé sa candidature au poste de président du Sénat. Cet ancien chef du gouvernement a une expérience pour avoir géré l'exécutif. Il rappelle que la probité morale est l'une des exigences pour bien diriger les institutions du pays. Notre règlement d'ordre intérieur du Sénat veulent aspirer à des fonctions au bureau. La Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Le dépôt des candidatures au bureau définitif du Sénat se clôture le mardi 6 août 2024. L'élection et l'installation du bureau définitif sont prévues les 10 août prochains. À la une également, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a rendu public le mardi 6 août son gouvernement constitué des 10 membres et 3 secrétaires exécutifs. On note la présence de 4 députés provinciaux dans ces nouveaux gouvernements lualabais. Il s'agit de Jean-Pierre Kalenga, Mathieu Kazembe, Achille Mouteteke et Philippe Kaumba. 4 ministres conservent leur poste et 6 nouveaux membres font leur entrée. Images et commentaires. Cette publication intervient 3 mois après l'élection de Madame Fifi Masuka à la tête de cette riche province en ressources minières. Fifi Masuka avait justifié cette attente considérée large par certaines personnes. Pour l'autorité provinciale, la publication de son gouvernement devrait bénéficier d'un large consensus de toutes les parties prenantes. Voilà ce qui a expliqué ces consultations auprès des différentes couches, notamment le parti politique membre de la majorité au pouvoir, l'opposition et la société civile. Désormais,
Mais la gouverneure du Lualaba va travailler avec le ministre ci-après. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sera occupé par Philippe Kaumba Mayonde. Kazembe Swana Ilunga Mathieu occupe le ministère du Budget, Plan, Fonction publique provinciale, Travail et Prévoyance sociale. De son côté, Achille Mouteteke Oulouale est nommé ministre provincial des Finances, Commerce extérieur, Relations avec l'Assemblée provinciale et Gestion de partenariat. Moïse Moukepe Kailou va gérer le ministère des Infrastructures et Travaux publics, Urbanisme et Habitat et Aménagement du territoire. Nicodème Wamana Tanda est nommé au poste du ministère de Mines, Environnement et Développement durable. Jean-Pierre Kalenga Moupataï aux affaires foncières, agriculture, pêche et élevage et développement rural, tandis que Pichu Kainda Kassela est au ministère provincial de la Santé, Éducation, Affaires sociales et humanitaires, Genre, Famille et Enfants. Geoffrey Masuka Saini prend le ministère des Transports et Voies de Communication, Énergie, Industrie, Hydrocarbures et Tourisme. Lydia Kapapa Kalassa est l'unique femme dans ces gouvernements. Elle occupe le ministère de l'Économie, Petites et Moyennes Entreprises, Promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Enfin, Fana Moussangu Saïza est le nouveau ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Il est également en charge de la culture et arts, communication et presse pétentique et initiation à la nouvelle citoyenneté. Cependant, le gouvernement Masuka est attendu sur plusieurs défis, entre autres l'accès à l'emploi par les jeunes, le maintien de la sécurité alimentaire, pour ne citer que cela. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé la mise en place d'une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires en République démocratique du Congo. Cette commission vise à mettre fin à la mafia et aux mauvaises pratiques judiciaires, a dit Constant Moutamba dans un communiqué rendu public ce lundi 5 août 2024. Regardez. D'après un communiqué du ministère de la Justice publié le lundi 5 août, cette commission va se déployer sur l'ensemble du territoire national en vue de collecter toutes les dénonciations relatives à la corruption au sein des entreprises publiques et sociétés commerciales. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient d'instituer ces jours une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes les justiciables, personnes physiques et morales, sociétés commerciales, entreprises publiques, ASBL, etc. Cette commission va se déployer sur l'ensemble du pays pour collecter toutes les dénonciations des actes mafieux commis dans les dossiers judiciaires et pénitentiaires, escroquerie, corruption, stélionnat, etc. peut-on lire dans ces communiqués. Sur ce, la population est appelée à dénoncer en produisant les preuves nécessaires de tout comportement mafieux lié à l'administration de la justice. Pour faciliter l'efficacité de cette commission et la participation massive de toute personne désireuse de dénoncer un cas de corruption ou autre forme de la mafia, le ministère de la Justice met également en place un numéro de téléphone pour permettre de remonter rapidement le cas de dénonciation. Il s'agit du numéro ci-après 083 00 85 196. Ces mêmes communiqués soulignent que les dossiers documentés doivent être déposés au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et auprès de chaque division provinciale de la justice. Toujours en justice, dans son arrêt rendu public le lundi 5 août 2024, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'est déclarée compétente à juger Mike Moukebaï Nkosso alors que les avocats de la défense avaient soulevé une exception d'incompétence mettant en avant le fait qu'avec la perte de son statut de député provincial, le prévenu ne jouissait plus du privilège de juridiction. La prochaine audience en chambre foraine à la prison de Makala est prévue ce vendredi 9 août 2024. Merveille Labéa pour plus de détails. Alors que son camarade du parti, Salomon Kalonda Dela, avait obtenu gain de cause devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui a abandonné de poursuites contre lui au regard de son nouveau statut de sénateur. N'étant plus député provincial, Mike Moukebaï n'a pas obtenu gain de cause dans sa démarche d'être déchargé des poursuites devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'opposant et cadre d'ensemble pour la République, Mike Moukebaï, fait l'objet de plusieurs préventions, initialement 4 retenues par le procureur
procureur général près la Cour de cassation lors de l'instruction préjuridictionnelle dont menace d'attentat, propagation de faux bruits et imputation dommageable. L'opposant et cadre d'Ensemble pour la République Mike Moukébaye fait l'objet de plusieurs préventions, initialement 4 retenues par le procureur général près la Cour de cassation lors de l'instruction préjuridictionnelle dont menace d'attentat, propagation de faux bruits et imputation dommageable. Une 5e prévention, offense au chef de l'État, a été ajoutée à la Cour d'appel. Ces accusations sont liées aux propos qu'il a tenus lors de son passage sur l'émission Libre Débat de la chaîne de télévision CML13 émettant sur TNT. Membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Mike Moukébaye est incarcéré depuis le 23 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Son arrestation a suivi son soutien à la famille d'un mineur victime de violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dirigée par Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Deli Sesanga, sévèrement réprimé par les forces de l'ordre, provoquant de nombreux dégâts et blessés. Je l'ai annoncé dans les titres, la ville de Goma est secouée par une vague d'indignation suite à des événements alarmants survenus la nuit du 5 au 6 août 2024. La société civile locale dirigée par Marion Ngavo Kambale, président urbain, dénonce vigoureusement les violences armées, l'insécurité croissante et les perquisitions nocturnes brutales qui ont perturbé plusieurs quartiers de la ville de Goma. Regardez. Tard dans la nuit, des coups de balles ont résonné dans différentes avenues des quartiers de Goma, sémant la terreur parmi les habitants. Ces tirs indiscriminés ont provoqué une vague de panique et exacerbé les climats d'insécurité qui règnent déjà dans la région. Les populations déjà traumatisées par des conflits récurrents se trouvent désormais confrontées à une intensification des violences. Marion Ngavo Kambale, président urbain de la société civile d'Igoma, a exprimé son indignation face à cette situation. Selon lui, les récentes actions des forces négatives témoignent d'un manque flagrant de respect des droits humains et d'une gestion catastrophique de la sécurité publique. Nous sommes en état de choc et d'horreur face à la violence incessante qui frappe notre ville. Les autorités doivent prendre des mesures immédiates pour mettre fin à cette spirale de terreur et garantir la sécurité des citoyens, a-t-il déclaré. Le membre de la société civile appelle les autorités à une enquête approfondie sur les événements de la nuit dernière. Il demande également une réponse plus efficace face à la montée de l'insécurité qui menace la stabilité et le bien-être des habitants de Goma. Cette situation critique met en lumière la nécessité d'une réforme en profondeur du système de sécurité et de justice dans la région du Nord Kivu, ainsi qu'un engagement renforcé des autorités pour protéger les droits des citoyens et restaurer la confiance dans les institutions. La communauté internationale est également appelée à soutenir les efforts visant à mettre fin à la violence et à garantir un avenir pacifique pour Goma. Rendons-nous à présent de la province de l'Ituri, début le lundi 5 août de travaux d'évaluation de performance de l'éducation nationale pour l'année académique 2023-2024 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est la province éducationnelle Ituri 1 qui est concernée par ces diagnostics, placés sous le thème amélioration de qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique durant 3 jours. Les participants vont procéder à l'analyse et à la mise à jour de la carte scolaire et l'élaboration du plan d'action opérationnel pour l'exercice 2024-2025, nous dit Diane Mbonga. Pendant 3 jours, soit du 5 au 7 août 2024, les acteurs de la province éducationnelle de l'Ituri 1 sont appelés à évaluer les performances de la revue annuelle 2023-2024 pour jeter les bases de la production d'un plan d'action opérationnel 2024-2025. Le chef de la province éducationnelle de l'Ituri 1 donne l'importance de cette activité. L'organisation de la revue annuelle des performances revêt un caractère obligatoire à tous les niveaux, comme nous l'avons déjà dit, école, subdivision et les niveaux provincial, et à travers les pays. Les matières à traiter dans ce dossier de la RAP à tous les niveaux découlent des missions de celle-ci, c'est-à-dire l'évaluation des performances à tous les niveaux du secteur, la mise à jour de la carte scolaire, le suivi de la mise en œuvre des réformes et autres défis du secteur,
la planification de l'année suivante. Les représentants du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Nganjole Amouti, a insisté sur la bonne préparation de l'année scolaire 2024-2025. Il nous faut évaluer sans complaisance notre PAO de l'année passée et produire un PAO 2024-2025 réaliste et ambitieux. Faire des cartes ou faire la mise à jour de la carte scolaire sans compétence, faire une bonne planification. La bonne planification va prouver notre capacité matérielle à piloter le secteur. Les députés, les partenaires de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté participent aux travaux qui devront aboutir à la formation des recommandations pour la mise à jour de la carte scolaire et la planification de l'année suivante. Nous appelons Maman Poli. Dans la province du Congo central, 3 bornes fontaines d'eau sont installées dans les quartiers de la périphérie de la ville de Boma, au Congo central, à l'ouest de la RDC. Ceci grâce au financement du gouvernement central à travers le projet de développement local 145 territoires et le plaidoyer de certains notables de cette contrée. Merveille Labière. La population de la périphérie de la ville de Boma, dans la province du Congo central, située à l'ouest de la République démocratique du Congo, peut désormais goûter aux retombées de ces vastes programmes de développement local de 145 territoires. Il s'agit de s'envoler de désert en eau potable à travers l'installation de bornes fontaines. Une initiative du gouvernement central dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Les populations de quartier Sekambote dans la commune de Kabondo, de Ntikula dans la commune de Kalamou et celles de l'agglomération Sindi dans le secteur de Bomabungu dans le territoire de Moanda sont le premier bénéficiaire de ces bornes fontaines. C'est une solution pour ces populations qui avaient d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable. Ça fait plus de 30 à 32 ans depuis que moi je suis né ici. Nous n'avons jamais eu de l'eau potable avec autant de facilité. Regardez, et puis c'est gratuit. C'est une œuvre du chef de l'État grâce au projet 145 territoires. Mais même si c'est gratuit, nous avons mis en place un horaire pour faire régner de l'ordre. Nous disons également merci au député honoraire Adrien Foba qui a accompagné l'installation de ces forages chez nous. Du côté des bénéficiaires, la satisfaction était à son comble pour ce geste. La population n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et ses notables. Au nom de toute la population de l'agglomération Sindi, communément appelée Kilomètre 8, je remercie le chef de l'État et lui souhaite santé, force et sagesse dans tout ce qu'il entreprend parce que ceci est comme une délivrance de la servitude de la recherche d'eau potable dont nous avons été assujettis depuis des années. Au Kilomètre 8, on se sent parfois comme abandonné. Les députés que nous votons ne viennent que pendant la campagne électorale ravir le voix et disparaître. Rappelons que le programme de développement des 145 territoires est une initiative du gouvernement de la RDC visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement du pays. Le coût de ce programme, faut-il souligner, est estimé à 1,6 milliard de dollars américains pour améliorer la vie de population rurale. Ce programme concerne également les infrastructures scolaires et sanitaires à construire dans cette partie de la périphérie de la ville de Boma au Congo central. Dans l'actualité, en dehors de nos frontières, un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans la région de Wolaïta, dans le sud de l'Éthiopie, a tué au moins 13 personnes et le nombre de victimes devrait augmenter, a déclaré lundi un responsable local. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de pluie en Éthiopie qui a commencé en juillet et devrait durer jusqu'à la mi-septembre. Suivez.
Samuel Fola, administrateur en chef de la zone de Wolaïta, a déclaré que plus de 300 personnes ont été évacuées de la zone du district de Kindodi-Daye et que le nombre de personnes portées disparues reste inconnu. Selon le gouvernement régional, des opérations de sauvetage sont en cours dans la zone de Wolaïta. Les glissements de terrain des lundis semblent moins meurtriers que celui qui s'est produit le mois dernier dans une autre région du sud de l'Éthiopie où plus de 200 personnes ont été tuées. Le glissement de terrain sont fréquents pendant la saison des pluies en Éthiopie qui a commencé en juillet et devrait durer jusqu'à la mi-septembre. Avec peu d'infrastructures, les zones montagneuses de Wolaïta sont sujettes de tels accidents. En 2016, plus de 41 personnes sont mortes et des centaines ont été déplacées dans la même région après que des fortes pluies se sont déclenchées une coulée de boue meurtrière. Le mois dernier, dans la région voisine de Gomogofa, une importante coulée de boue a coûté la vie à plus de 229 personnes. Les bureaux des Nations Unies pour les droits de l'homme a déclaré que les bilans pourraient se lever à 500 personnes. Place à présent au rappel des titres. Des images terrifiantes, le palais du peuple, siège du Parlement congolais, a été saccagé ce mardi 6 août par les personnes non autrement identifiées. À en croire les sources sur place, un affrontement a eu lieu entre le pro et anti-Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel UDPS. Les autorités de la chambre basse du Parlement parlent d'un outrage contre l'institution. La ville de Goma est secouée par une vague d'indignation suite à des événements alarmants survenus la nuit du 5 au 6 août. Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, dénonce vigoureusement les violences armées, l'insécurité croissante et les perquisitions nocturnes brutales qui ont perturbé plusieurs quartiers de la ville. La gouverneure de la province du Lualaba, Lucifi Masuka, a dévoilé les membres de son gouvernement dans un arrêté rendu public le lundi 5 août 2024. Il s'agit d'une équipe gouvernementale composée de 10 ministres avec de nouvelles figures, 2 femmes figures dans ces gouvernements. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision. Dans notre temps, l'actualité continue sur mondico.tv. Au revoir.